18h40 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec André Valény, Joseph Massescaron. On a le plaisir de recevoir Michel Onfray. Bonsoir Michel. Bonsoir Laurence. On n'est pas dans notre émission du samedi, mais on est très heureux de vous accueillir un mercredi soir. Votre livre, c'est L'anarchie positive du bon usage de Proudhon, édition Plomb. On va en parler dans un instant parce que c'est passionnant. Ça rejoint un peu la discussion qu'on avait il y a quelques instants sur la gauche, parce que c'était une figure du socialisme français. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à en dire. Juste un tout petit mot de ce que je disais dans mon éditorial, que vous n'avez peut-être pas entendu, Michel, parce que vous étiez en route. Je disais que voilà, on a le général Mandon, le chef d'état-major des armées, qui a à nouveau mis en garde, qui a à nouveau prononcé un discours assez alarmiste. En même temps, c'est son travail, il est militaire, c'est lui qui est en charge de nos armées et qui dit il faut se préparer à une grande bataille navale, il faut que la guerre, nous soyons prêts à la mener avec un affrontement éventuel. Écoutez-le, et puis on va voir comment vous interprétez cette nouvelle prise de parole du général Mandon. La période est aussi au retour de la puissance et de l'affrontement. C'est-à-dire que pendant longtemps, je pense qu'on a considéré, en tout cas moi j'ai grandi dans une génération où on avait la chance d'être en paix, et c'était très bien. Aujourd'hui, on se prépare à la guerre. Et le retour de la guerre, c'est la perspective de l'affrontement et le retour de certaines vérités, la nécessité de contrôler des espaces entiers. Et là aussi, on a vu que la Russie, qui aujourd'hui progresse militairement en Ukraine, a malgré tout perdu au plan stratégique, puisque l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN marque une évolution claire pour la Baltique qui se ferme à n'importe quel moment si on le souhaite. Cette mer qui n'était pas totalement maîtrisée par l'OTAN, aujourd'hui l'est. Et pour la Russie, c'est une mauvaise nouvelle. Voilà, pour le général Mandon, Michel Onfray, quand il évoque le retour de la puissance, de l'affrontement, de la guerre, ce sont des mots qui sont faits pour faire peur pour vous ou pour réveiller les Français et leur dire attention, la situation a changé? Je pense qu'un chef d'état-major, c'est quelqu'un qui obéit. C'est d'abord quelqu'un qui rapporte les propos qu'on lui demande de tenir. C'est le chef de l'État qu'il faut écouter derrière lui. C'est un peu sibyllin. Et qui est l'ennemi? Alors 2 fois la Russie est citée. La Russie a fait savoir à plusieurs reprises que la France n'était pas son objectif. Si on veut vraiment penser la question de la Russie dans le temps, et pas seulement quand les caméras sont posées en Ukraine en disant voilà, ça commence ici et le conflit est là, ça fait plus de 15 ans que ce conflit dure entre les Russes et les Ukrainiens. Avec pour Poutine la volonté de répondre à la demande que les russophones d'Ukraine lui font. Après, on pense ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, on inscrit tout ça dans une longue perspective. Ça veut dire que c'est pas la guerre de la France. Pourquoi est-ce que ça devient la guerre de la France? Qui veut faire cette guerre? Pourquoi Emmanuel Macron voudrait-il faire la guerre à la Russie qui, 1, ne nous menace pas, et 2, nous dit qu'il n'a pas l'intention de nous menacer? Après, tout le monde dit « Ah, mais le dictateur, il dit toujours ce qu'il va faire. » Ben alors, écoutez-le, quand Poutine dit « On ne veut pas nuire à la France. » Maintenant, si la France veut nous nuire, on lui nuira, bien sûr. Que voulez-vous que Poutine dise d'autre? Alors que nous dit ce chef d'état-major qu'il faut se préparer à cette guerre? Mais qui veut faire cette guerre? Il n'y a pas d'argent pour l'hôpital, il n'y a pas d'argent pour la police, il n'y a pas d'argent pour l'armée, il n'y a pas d'argent pour l'école, il n'y a pas d'argent pour les services secrets, il y a de l'argent pour rien du tout. Mais il y aurait de l'argent pour faire une guerre à quelqu'un qui ne nous menace pas personnellement. Sauf à croire, et là on est dans l'européisme, André ne sera pas d'accord avec moi, mais sauf à croire que l'Ukraine c'est la France, puisque la France c'est l'Europe, et que finalement c'est l'Europe qui est attaquée, etc., etc. Sauf que l'Europe, elle n'existe pas, elle existe de moins en moins, voire elle n'existe plus du tout. Et est-ce que nous avons pour vocation d'aller mourir? Nous, quand je dis nous, ça va, moi je pense que j'ai passé l'âge de porter les armes. Je dirais que les gamins de 20 ans aujourd'hui ont vocation à aller partir avec le fusil pour aller tuer des Russes qui se trouvent en Ukraine. C'est ça que veut nous dire monsieur le chef de l'état-major. Donc je pense qu'il n'est pas clair qu'ils nous disent très précisément la France veut entrer en guerre contre la Russie parce que la Russie menace les intérêts français. C'est ça la question. C'est pourquoi on fait des guerres. Parce que les intérêts nationaux sont menacés, et non pas parce que les intérêts des copains, des alliés, du business européiste sont menacés. D'autant que cette guerre a eu lieu parce que la diplomatie n'a pas fonctionné. Je rappelle que M. Hollande, ancien chef de l'État, et Mme Merkel, ancienne qui nous savons, ont fait savoir que les accords de Minsk s'étaient faits pour tromper Poutine. En disant, mais on prend du temps, mais on n'a surtout pas l'intention de respecter ces accords. Si ces accords avaient été respectés, qu'on n'ait pas eu ces 2 cyniques et qui ont poussé à la guerre, nous n'aurions pas ces pousseurs de guerre encore, ces individus qui nous disent « préparez-vous à la guerre ». Enfin, nous sommes dans quel monde?
Il y a une guerre intérieure actuellement. On n'est pas capable de lutter contre les narcotrafiquants. On n'est pas capable de lutter contre les gamins qui sans permis de conduire, font des refus d'obtempérer et sont capables de mettre en péril des jeunes filles de 20 ans qui travaillent dans la police. Ça, c'est pas une guerre. On est incapable de la mener. On est incapable de mener ce genre de guerre et on veut aller mener la guerre contre les Russes sur le territoire ukrainien. Mais on rêve. Alors, peut-être André Vallini qui a été interpellé gentiment par Michel Onfray. Le débat serait trop long parce que je suis en profond désaccord avec ce qu'a dit Michel Onfray. Moi, je crois que l'Ukraine est un test pour l'Europe démocratique à laquelle nous appartenons, parce que si l'Ukraine tombe, si Poutine arrive à ses fins, on sait très bien qu'il ne s'arrêtera pas là, que les pays baltes se sentent menacés, et à juste raison, que la Roumanie et surtout la Moldavie se sentent menacés aussi, et de fil en aiguille, on se demande où tout cela peut conduire, où on sait trop bien, et là, où tout cela peut conduire. Donc je pense qu'il faut être solidaire de l'Ukraine. C'est un combat de la démocratie contre la dictature, des valeurs européennes, démocratiques, universalistes, contre le tsar Poutine. Bon, on avance, Michel Onfray, vous voulez répondre à André? On avance. Et peut-être, vous vouliez évoquer aussi l'attitude de Donald Trump par rapport à l'Iran. Visiblement, des négociations sont en cours entre les dirigeants iraniens et les Américains. Pour vous, c'est une façon d'abandonner l'Iran? Ah, complètement. Voilà quelqu'un qui dit « tenez bon, nous arrivons ». Ça paraît très clair, c'est pas de la théorie politique extrêmement fumeuse, c'est pas compliqué à comprendre. Il nous dit, en gros, il faut faire avancer l'armada, et l'armada, il lui faut un certain temps entre partir d'un point A pour arriver à un point B. Le point B, ce sont les portes de l'Iran. Donc tenez bon, faites-vous massacrer, faites-vous tuer, mais tenez le coup et nous arrivons. Il arrive, il se passe quoi? Rien. Enfin, rien. Il se passe que on continue à massacrer des Iraniens. Des Iraniens qui descendent dans la rue, et là, pour le coup, la gauche... Je ne parle pas de celle d'André, parce que... Non, parce que là, on est totalement d'accord. On est absolument d'accord. D'abord, bravo pour votre papier dans le Figaro. C'est formidable ce que vous avez fait et ce que vous avez dit. Mais cette gauche-là qui nous dit on ne touche pas à l'Iran des mollahs. Si les gens descendent dans la rue, c'est parce que le pouvoir d'achat a baissé. C'est comme en France. C'est pas du tout parce que les gens ne veulent plus d'islam, c'est pas parce que les gens ne veulent plus du tout de mollahs. Et quiconque s'en viendrait dire soutien avec le peuple iranien passe aujourd'hui pour un islamophobe. Voilà où nous en sommes. Donc c'est ça qui est assez terrible. Et on a la gauche qui est silencieuse là-dessus, on a Macron qui est globalement silencieux là-dessus. Tout le monde est silencieux. Hein. Pardon, l'ensemble du personnel politique est en deçà de la main, alors qu'il y a une opportunité historique qui est pour la première fois de décapiter l'hydre du totalitarisme islamiste dans le monde. Bien sûr. Dans le monde, pas simplement en Iran, et pas simplement au Proche-Orient, dans le monde. Et nous, Français, nous ne faisons rien. Absolument. Nous ne bougeons pas. Menace majeure pour Israël. Bien sûr. Le plan de Trump en disant nous bombardons, nous avons eu l'occasion d'en parler dans notre émission, mais je veux dire, on bombarde les infrastructures nucléaires, ça n'a pas si bien marché que ça. Souvenez-vous, quand je l'ai dit l'autre jour, on s'était dit est-ce vrai, est-ce faux, etc. Il y a eu beaucoup d'images de synthèse, beaucoup d'images genre Top Gun, mais ça veut dire que le programme il n'est pas si atteint que ça. Non. Donc si le programme n'est pas atteint à ce point, ça veut dire qu'Israël est toujours en danger. Bien sûr. On va parler de la gauche, parce que c'est un peu la thématique du jour. Avec ce livre que vous avez écrit sur Proudhon, figure de la gauche, père du socialisme français, pourquoi l'anarchie positive, Michel Onfray? Ça veut dire quoi, l'anarchie positive? Ça veut dire qu'il y a des mots très compliqués parce que ils sont polysémiques, comme on dit, il y a plusieurs sens, et parfois même des sens contradictoires. Si vous dites cynique, par exemple, ça peut être disciple de la philosophie de Diogène, par exemple, des philosophes grecs, ou ça peut être sans foi ni loi. Si vous dites je suis matérialiste, ça veut dire, d'un point de vue philosophique, je pense qu'il n'y a que de la matière et que tout est agencement de la matière. Ça peut aussi vouloir dire que vous aimez l'argent. Si vous êtes idéaliste, c'est peut-être que vous croyez à l'existence des idées comme Platon, alors qu'un idéaliste, c'est quelqu'un qui prend ses désirs pour la réalité. Anarchiste, c'est un peu le même mot. Il est problématique. C'est un peu la même chose avec ce mot-là. C'est-à-dire, c'est la signification du désordre. Donc anarchie négative, l'anarchie du chaos, l'anarchie, etc. Ça semble être une espèce de pléonasme. Mais donc les gens disent, bah oui, l'anarchie, c'est le bazar. Et quand on parle des anarchistes aujourd'hui, c'est quoi? Les Black Blocs, qui font parfois un A entouré d'un rond, et on dit, bah, c'est ça l'anarchie. Or, il y a un concept chez Proudhon qui s'appelle l'anarchie positive. Et il nous dit on n'est pas obligé de tout détruire et il faut même pouvoir construire. C'est là qu'avec André, je ne veux pas qu'André devienne proudhonien, mais je veux dire qu'on peut repenser la gauche, refonder la gauche avec un socialisme français qui a été oublié. C'est long, expliquer pourquoi. Il y a eu un socialisme français qui a été oublié. Il l'a été parce que les communards ont été détruits par les Versaillais, les amis de M. Macron. C'est lui qui nous a dit que la République était... Eh oui, Macron, il nous dit... Déjà à l'époque. Non, mais Macron, il nous a dit récemment, enfin, il y a 2 ou 3 ans, quand il a fallu commémorer la Commune, que la République s'était repliée à Versailles.
Sous-entendu que les Versaillais étaient, eux, les gardiens de la République, pendant que les communards ne l'étaient pas. C'était une façon de choisir les Versaillais contre les communards. Je rappelle d'ailleurs que j'ai écrit un livre contre lui qui s'appelle Foutriquet, et que le mot Foutriquet est utilisé par Hébert pendant la Révolution française, et par Vallès au XIXe siècle, avec les communards. Et par Pierre Boutan. Et par Pierre Boutan, et effectivement, qui a traité un précis du Foutriquet, qui était un texte contre Giscard d'Estaing en son temps. C'est donc un mot qui a au moins 2 siècles d'existence, et que le socialisme français a été détruit parce que décapité avec la Commune, parce que décapité avec l'arrivée du marxisme au pouvoir en Union soviétique, et puis parce qu'il y a eu une fascination des intellectuels pour la Russie soviétique, une espèce de mépris pour ce socialisme qui est très pragmatique, et pas du tout un socialisme débarbelé de la dictature. Ça vous inspire, André Vallini ? C'est plutôt, je pose la question à Michel parce que c'est un grand spécialiste et moi, les souvenirs de Proudhon sont assez lointains. C'est lui qui prenait une sorte d'autogestion, de girondisme, enfin de décentralisation totale, un État minimal et beaucoup d'autogestion, c'est ça, hein ? C'est ça. Et l'anarchie positive, c'est ça. Je donne une dizaine d'entrées en disant il y a la démopédie, il y a etc., etc. La démopédie, c'est l'éducation du peuple. Et il y a une image qui est très simple, et moi, elle m'a marqué quand j'étais au lycée, et on se disait tout à l'heure que nous lisions Proudhon, qu'est-ce que la propriété au même âge ? Et Proudhon dit, imaginez, quand l'obélisque s'est trouvé érigé sur la place de la Concorde, il est arrivé de Luxor, et il a fallu la mettre debout. Et Proudhon dit on a fait travailler 200 grenadiers pendant 1 heure. 200 personnes qui tirent pour faire de telle sorte que l'obélisque soit là où elle est aujourd'hui. Et Proudhon dit imaginez qu'on fasse travailler 200 heures un type tout seul. Il ne va rien se passer. Il va pouvoir tirer sur sa corde, il ne va rien se passer en 200 heures. Proudhon dit il y a donc une force de travail qui est rendue possible par le travail collectif. Et le travail des 200 grenadiers, il n'est pas payé. On paye chaque grenadier comme s'il était une individualité, alors qu'il y a une force collective qui, elle, n'est pas payée. Il appelle ça l'aubaine. Et il dit, cette aubaine, elle n'est pas payée, donc la propriété, c'est le vol. C'est ça qu'il nous dit, Proudhon, quand il dit la propriété, c'est le vol. Il ne dit pas, si vous avez une voiture, une maison, si vous avez un objet personnel, c'est que vous l'avez volé, etc. Pas du tout. Il dit, le travail ouvrier, en tant qu'il est spolié, la force de travail est spoliée et pas payée à sa juste valeur, c'est du vol, la propriété, c'est le vol. Mais aller courir après un siècle d'histoire pour essayer d'expliquer qu'il était anticommuniste. Et à l'époque, le communisme, c'est cabé. C'est un communisme français, un peu lyrique, un peu poétique. Mais qu'ensuite, il sera contre le Marx de la dictature du prolétariat. Expliquer aux gens aujourd'hui que la gauche, c'est pas Hollande, que c'est pas Mélenchon, que c'est pas Poutou, et qu'il y a une autre gauche qui est oubliée depuis 2 siècles, un siècle et demi, et que cette gauche-là, effectivement, elle est autogestionnaire, elle est coopérative, elle est mutualiste. Par exemple, nous avons connu, je ne parle pas de l'âge de Laurence, que j'ignore, mais je veux dire l'expérience de l'IP. Et c'était quoi? C'était l'époque... Oui, absolument. Cathos de gauche, qui est CFDT, etc., qui ont repris la question autogestionnaire. Ils fabriquaient des montres. Ils disaient, on les dessine, on les fabrique, on les produit, on les vend, etc. Ça a très bien marché. Ça a tellement bien marché que la CGT et le Parti communiste ont détruit cette proposition-là. Il ne fallait pas qu'on puisse voir que l'autogestion, ça fonctionnait parce que... Non, parce que, non, j'allais dire... Rapidement, Joseph, il nous reste parce que ce qu'il y a aussi, Proudhon résonne aussi actuellement, parce que vous avez parlé en effet des montres, et d'où il vient, c'est l'imprimerie, c'est l'artisanat, c'est-à-dire c'est aussi la beauté du geste, et reconnaître la beauté du geste. C'est Besançon, c'est donc Fourier, c'est donc Victor Hugo aussi. Et donc c'est une façon de dire, il y a des alternatives aujourd'hui à gauche qui sont les alternatives de la coopération, de la mutualisation, de l'autogestion. Et ça, on n'en parle pas, on n'en parle jamais. Vous avez des jeunes aujourd'hui, j'ai l'âge qui me permet de dire des jeunes, des gens qui ont 30 ans, et qui sont capables, des paysans, de produire et puis de distribuer et de diffuser leurs produits autrement, différemment, sur les marchés. Ils sont proudhoniens sans le savoir. Et cette gauche-là, elle existe partout, des mères de famille qui fabriquent des crèches. Plutôt que de dire on veut des crèches, on veut de l'argent, on veut etc. L'État jacobin doit nous donner de l'argent pour qu'on puisse créer des crèches. Créez vos crèches. Vous êtes dans un village, eh bien il y a des personnes âgées, des gens qui sont à la retraite, qui s'ennuient, etc. Allez fabriquer une crèche, fabriquer des écoles. C'est l'initiative privée aussi, le socialisme de Proudhon. C'est de dire allez-y, créez vos entreprises, créez vos boîtes. Vous avez des besoins. Il faut distribuer des pommes de terre, il faut garder des enfants, il faut garder des personnes âgées. Pourquoi est-ce qu'on met les personnes âgées dans des EHPAD? C'est honteux, cette façon de déléguer l'affection qu'on devrait avoir pour nos anciens, alors que dans des villages, on devrait pouvoir dire, et ça, ce sont les maires qui devraient pouvoir faire ça. On approche des municipales, une espèce de communalisme municipal qui consiste à dire, non pas on va faire un EHPAD, mais on va faire une maison dans laquelle vous aurez la possibilité de vous retrouver et puis de vieillir en paix avec l'affection des vôtres. Merci Michel Onfray, c'est passionnant, l'anarchie positive, du bon usage de Proudhon chez Plon.
On aura l'occasion d'en reparler samedi à 13h dans notre émission Face à Michel Onfray. Merci André Valigny et merci à Joseph Massé.